Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting. Vous avez assisté à 30 minutes d'un point hyper complet sur les matières premières et les devises apparentées, donc notamment le dollar néo-zélandais, le dollar canadien et le dollar australien. Donc voilà, si vous avez encore davantage de questions, vous souhaitez connaître mon opinion, je vous invite à laisser traîner la question. Je ne vais pas poster les commentaires dans l'immédiat. Et encore une fois, donc je reviens sur cette enquête que vous pouvez remplir. Si vous avez donc votre compte réel chez FXM, vous avez le lien. L'idée c'est que voilà, vous prenez 15 minutes de votre temps, vous donnez votre opinion, de temps en temps ça peut aussi servir. Et puis nous derrière on améliore nos services. Dans la foulée, vous m'envoyez un email, je vous reprécise ma boîte mail. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, donc continuez parce qu'à la clé, vous avez donc 500 $ sur le magasin d'applications FXM Apps. Alors au passage, le magasin d'applications FXM Apps, il n'est pas assez connu, je trouve. Vous avez tout un tas d'indicateurs qui sont gratuits, qui permettent d'optimiser la plateforme de trading, puisque tous les indicateurs ne sont pas installés par défaut. Et surtout, vous avez des indicateurs qui sont payants. Moi, je vous recommande une section, elle s'appelle Top Paid. Alors, je vais vous la montrer. Ce sont les indicateurs payants les plus téléchargés. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente 500 $ sur ce site. Le voici. Hop, je passe en plein écran. Donc, je vous donne le lien vers FXM Apps. On passe ensemble 2 minutes dessus et ensuite on passe au marché. Donc, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous arrivez donc sur ce site qui est donc un site propriétaire d'FXM. Le principe, c'est quoi? C'est donc nos équipes informatiques qui créent des indicateurs. Et on ne cesse d'en créer. Et puis derrière, vous pouvez donc les implémenter sur la plateforme téléchargeable, donc celle que vous utilisez, la Trading Station Desktop. Une section most popular, donc ceux qui sont les plus utilisés. Alors souvent on me pose d'ailleurs la question comment accéder au SSI en temps réel. Et vous savez que l'indicateur SSI Snapshots, ici, il est gratuit et vous avez en temps réel l'évolution des positions des traders chez FXM sur vos graphiques. Actif par actif, donc ça c'est intéressant. Non, vous avez cette catégorie ici Top Paid, vous avez donc tous les indicateurs payants les plus téléchargés, notamment le Strong Week, mais surtout le Candlestick Pattern Scanner, 200 $ ça vaut. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Avec une enveloppe de 500 $, vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir. Simplement, si vous pouvez donc remplir cette enquête de satisfaction. Alors je sais, ça peut être c'est chiant, hein, ça peut être de remplir une enquête. Mais voilà, 10-15 minutes. Dans la foulée, vous m'envoyez donc un email à vegan@fxm.fr. À quoi il sert cet email? C'est que derrière, moi je le transfère au service client qui stocke toutes les personnes, tous les clients FXM qui ont rempli l'enquête et on vous fera parvenir dans un délai bref ce coupon. Comment ça fonctionne le coupon? On va faire un test, regardez. Donc là je suis sur Strong Week, je suis sur FXM Apps. Je veux donc je veux acheter le Candlestick Pattern Scanner. Donc je clique dessus, je l'ajoute à mon caddie, hein, voilà, checkout. Alors attendez, je m'identifie, voilà, hop, vous allez voir comment ça marche. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Comme ça vous allez pouvoir voir. Alors, bon, ça prend un peu de temps, je suis en train de m'identifier. Alors si, mais la plupart en fait des indicateurs gratuits, c'est simplement qu'ils sont pas. Alors JS qui nous dit que c'est trop long l'enquête. Mais JS, est-ce que vous êtes allé au bout? Moi j'attends votre email, hein. Alors, ça charge. Je sais que c'est ennuyeux, mais de toute façon, franchement, là, on attend tout ce soir les minutes de la Fed, il n'y a pas de volatilité particulière sur le marché. Je veux dire, à un moment ou à un autre, on peut coller à son graphique pendant 20 minutes et il se passe rien, ça sert à rien, ça fatigue les yeux, ça fatigue les nerfs. Ou on peut prendre 20 minutes pour remplir l'enquête. Et puis comme ça change les idées. On peut aussi aller prendre l'air, il fait beau. On peut faire plein de choses. Donc, concrètement, comment ça marche? Je me retrouve ici sur le l'indicateur. Donc j'ai choisi le Candlestick Pattern Scanner. Donc ça vaut 199 $. Donc là on me demande de payer 199 $. Sauf que vous allez recevoir un coupon, un code donc ici. Vous allez cliquer sur ce lien, click to enter it. Et ici, une fois que vous avez rempli l'enquête, vous allez saisir
un petit code qu'on vous fait parvenir et qui correspond à 500 $. Et ce qui rendra le Candlestick Pattern Scanner gratuit. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez que ce ne sera pas non plus hyper compliqué. Une fois que vous allez recevoir ce code qui correspond à un coupon, un bon de 500 $, il vous suffira de le saisir ici lorsque vous passez au paiement pour l'indicateur et c'est offert. Allez, c'était donc pour la petite partie publicité et au-delà de ça, au-delà du coupon de 500 $ qui est toujours bon à prendre, nous aussi derrière ça nous permet de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, sur quoi on peut travailler, sur quoi diriger nos efforts, parce qu'on a des ressources informatiques. On peut toujours créer des indicateurs, améliorer la plateforme de trading, bientôt lancer les actions. Alors ça je peux déjà à peu près vous situer, ce sera dans l'été, hein, ce sera cet été. Mais on peut faire plein de choses. Donc à un moment ou à un autre, on peut prendre plein de chemins, et l'idée c'est que ce type d'enquête, ça nous permet aussi de savoir sur quoi se concentrer. Bref, alors on vient au marché, vous assistez donc au morning meeting de 11 h. Je vais revenir sur le dollar américain parce que je me pose certaines questions. Au passage, ce soir, c'est ça qui nous intéresse, c'est le débriefing de ce communiqué de presse, et notamment le rapport de force au sein du FOMC. Donc le FOMC, c'est l'organe exécutif qui décide des perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc concrètement, qui vote dans le FOMC? Madame Yellen, forcément, c'est la présidente. Donc elle est là. Janet Yellen, présidente de la Fed, elle a une voix. Monsieur Dudley, une voix. Monsieur Brennard, une voix. Monsieur Bullard, une voix. Monsieur Fischer, une voix. Monsieur Mester, alors, Loretta, c'est peut-être une femme, 6. Monsieur Powell, 7. Monsieur Rosengren, 8. Monsieur Tarullo, 9. Monsieur Esther Lee George, 10. A priori, il n'y a que 10 membres votants. Bon, j'étais persuadé que c'était 12. Après, ça peut varier hein, en fonction des époques. Mais en tout cas, ces 10 personnes-là ont une voix. Le compte-rendu qui est publié ce soir va pas simplement vous dire Madame Yellen a voté pour un maintien des taux, Monsieur Rosengren a voté pour une hausse de taux. Ça vous donne des détails sur leur positionnement respectif. Donc chacun apporte ses arguments. Et à partir de ça, le marché envisage donc le développement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Alors je vais revenir sur le dollar US parce que je me pose un certain nombre de questions. En données mensuelles, vous avez donc la fameuse clôture du mois de mars. Alors c'est tout chaud, hein, la clôture mensuelle du mois de mars, c'était jeudi dernier. Qui est donc quand même baissière. On sort par le bas d'une pattern qui s'apparente à un biseau chartiste. On a une divergence baissière standard, ok. Mais en même temps, on a une stabilisation du dollar sur son sommet de mars 2009. Les 11 854. Alors, il y a deux possibilités. Et on a sur le RSI mensuel cette ligne de tendance haussière. Alors voilà, moi bien embêté sur le plan technique. Et surtout, je suis en train de comprendre que, bien sûr que le mois de mars a des conséquences baissières, mais qu'au fond, le mois d'avril reste pas forcément baissier. Parce qu'on tient ce niveau. Alors, pour envisager un développement fortement baissier du dollar US lors des prochaines semaines et mois, ce sont ces 11 854 points qu'il va falloir emporter. Et d'ailleurs, je vais revenir sur les 4 dernières semaines du dollar US. Ces fameux 11 854 points, qui sont donc un support mensuel, vous pouvez donc observer que le dollar US les défend depuis. Reste que la semaine dernière, on a quand même eu un avalement baissier, et que j'envisage la confirmation de cet avalement. Et donc ça peut intervenir ce soir avec les minutes de la Fed. En tout cas, au-delà de l'euro-dollar, de l'AUD-USD, de toutes les paires majeures en dollars, si vous aviez une clôture ce soir à suivre, c'est celle de l'US Dollar Index de FXM, qui techniquement parlant est quand même sérieusement propre depuis janvier. C'est le piège haussier de janvier qui moi m'a convaincu qu'on allait baisser. Mais honnêtement, ce soir à 22 h, au-delà du positionnement de l'eurodoll et d'autres marchés, j'attends la clôture de l'US Dollar Index vis-à-vis de ces 11 850.
le gros support monthly. 4 semaines qu'on le défend. Basculer en dessous, c'est un signal de vente. Cela signifie que la Fed, non seulement, je reviens sur le calendrier des décisions de politique monétaire de la Fed, cela signifierait que non seulement la Fed ne monterait pas ses taux le 27 avril prochain, mais ça c'est 0%, la Fed ne montera pas ses taux le 27 avril, mais, mais qu'elle ne ferait rien non plus le 15 juin, ni le 27 juillet, et probablement pas le 21 septembre. Dans un tel cas de figure, naturellement que le dollar US casserait ses 11 850. Donc, si je devais choisir un actif ce soir dont la clôture m'intéresse à 22 heures, c'est celle de l'US dollar index. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction et la partie publicité. Maintenant on passe au graphique intraday. Et donc le fameux euro-dollar. L'eurodoll qui est à proximité de son premier support, un 13,25, ligne de tendance haussière. Pour l'instant ça tient. Il y a toujours 70% de vendeurs sur ce marché, tout comme il y a 80% d'acheteurs sur l'USD Yen, alors que le premier monte, le deuxième baisse. Bon. Lorsqu'on oppose un mouvement directionnel à l'évolution des positions de trading des traders particuliers dans le monde, attention, je ne m'adresse pas aux traders particuliers français, hein, c'est pas du tout, il n'y a rien de symptomatique lié aux retail traders en France, c'est vraiment dans le monde, donc c'est absolu. Et d'après cet outil qui appartient à l'analyse technique, c'est plutôt un facteur contrariant. Donc l'eurodoll, là, il tient son premier support. Sauf que le support weekly, c'est 1,1260. Et typiquement, à l'heure actuelle, parmi la caste, on va dire, des analyses techniques, qui ont en tout cas un scénario de remontée de l'eurodoll à 1,15, la fameuse partie haute du range, il y a deux écoles. Les agressifs, ils payent 1,1325, la ligne de tendance. En clair, ils payent maintenant. Et ceux qui craignent ce soir de la volatilité réalisée, alors la volatilité réalisée c'est quoi? Elle s'oppose à la volatilité implicite, c'est simplement l'amplitude balayée par les cours au sein d'une session. Donc l'amplitude balayée sur l'axe des ordonnées. Et ceux qui craignent ce soir un pic de volatilité réalisée se disent que ce marché serait bien capable, peut-être pour sortir quelques traders, d'aller chercher un 12,50, un 12,60 et de réagir favorablement. Alors, face à ces deux scénarios possibles, il y a une possibilité, voire même deux. La première, ne rien faire et attendre demain tranquillement ou attendre à la fin de session US. En clair, envisager de prendre une pause vers 20h30 ce soir. Une fois qu'on aura compris comment se passe le rapport de force entre les 10 membres votants du FOMC. L'autre possibilité agressive, d'entrer dans le marché avant, mais pour ne pas menacer son capital, d'agir sans effet de levier. C'est-à-dire une première partie de position sans levier. Une position sans levier, c'est une position dont la taille nominale ne dépasse pas le capital de trading du compte. C'est donc sans levier. 1000 € sur le compte, la valeur de la position vaut 1000, ça fait 0 levier. Et prendre du levier une fois une compréhension claire des minutes de la Fed. Ça, c'est une possibilité. C'est la seconde option. Mais là, ça tient. Alors, cette ligne de tendance, ce support, cette MM50, ça fait depuis lundi donc qu'on vous en parle. Moi, j'aimerais, mais après, je suis peut-être un peu trop gourmand et parfois c'est un peu traître d'être trop gourmand parce qu'on laisse passer une opportunité, donc j'en ai conscience. Après, moi, je suis là pour avancer des arguments. Après, vous avez votre esprit critique bien développé qui vous permet de trancher, quoi. Mais c'est vrai que j'ai ce support sur le RSI H4 et donc j'ai envie de l'attendre. Alors qu'est-ce qui joue en ma faveur? La clôture H4, 11, 15, 19. Il m'en reste deux. J'ai deux clôtures H4. Potentiellement, ces deux clôtures H4 peuvent faire baisser mon indicateur sur support. Alors, on verra. Moi, je serai avec vous via Twitter de toute façon ce soir jusqu'à 21h. Donc j'aurai l'occasion de partager mes points de vue justement sur l'euro-dollar. Voilà, donc c'est le décortiquage que je peux vous proposer. Il y a plein d'options.
à vous de choisir quelle est la vôtre. Dans tous les cas, hors de question de s'exposer à hauteur de 100% de son capital de trading sur un scénario euro-dollar à quelques heures des minutes de la Fed. Ça, ce serait basculé en mode poker, sauf que le trading FX, c'est pas ça. Voilà donc pour l'euro-dollar. L'USD-Yen, c'est bien ce qu'il fait. Plus un mouvement baissier est construit, donc alterne les phases de range et d'impulsion, plus ça va loin. Prenez l'USD-Yen depuis le 29 mars, impulsion, un superbe range. Regardez le range, j'avais vraiment apprécié ce range qu'on avait fait en H4 entre 112 et 112,75. Impulsion, là on fait un range, c'est impeccable. Moi je vous invite à surveiller la MM20 H4. Laissez tomber la MM20 H4. Il faut laisser le temps à l'indicateur de tendance de se rapprocher des cours. Il viendra lui appuyer sur la tête et à ce moment-là, en tout cas, ça permettra de gérer son risque. Donc j'attends. Le GBP, tranquillement, se dirige vers 1,4050. Alors, on parle beaucoup du Speculative Sentiment Index. On vous en a beaucoup parlé sur l'euro-dollar depuis la semaine dernière, sur l'USD-Yen depuis le début de semaine. J'ai quelque chose qui, moi, m'a marqué depuis 48 heures. C'est l'explosion des positions haussières sur le GBP. Alors que ce marché baisse. J'ai le sentiment qu'il se passe là quelque chose. Les positions longues sur le câble augmentent. Elles augmentent sur le GBP Yen fortement. Et les positions short sur l'euro GBP explosent. Alors, ça donne là du potentiel à la livre sterling pour être sous pression. Je vous rappelle que le référendum c'est le 23 juin, qu'on est en avril. Bon, on s'en approche. Ça met le GBP sous pression. Le GBP USD est difficilement tradable parce que c'est un range. Par contre, le GBP Yen c'est propre. Et mieux que le GBP Yen, l'euro GBP qui empile les séances. La prochaine cible c'est 81,65. Moi, le GBP Yen, maintenant, j'envisage une baisse. C'est simple, sur les récents plus bas, donc c'est 154,71. 164,71. Je prends le chandelier H4 de tout à l'heure. Le plus haut, c'est 156,38. C'est donc la nouvelle résistance. Il ne faut pas repasser au-dessus pour le mouvement de court terme. Donc 156,38, c'est là. Voilà. Donc en dessous de 156,38, bon je vais continuer de défendre la baisse de ce marché jusqu'à 155. Allez. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, les devises apparentées matières premières. Alors les devises apparentées matières premières, vous avez eu un suivi complet. Le NZD-USD, notre analyste Yoav à la main, je le laisse en parler. Il vous a proposé une stratégie de vente lundi à 69. Moi j'avais un achat à 68,10 que je vous ai proposé, invalidé. Voilà, je reste sur cette invalidation, j'ai pas d'opinion, ça glisse, peut-être revenir dans un bas de canal. Dans la UD-USD, je me pose la question depuis ce matin, on est exactement au même prix que ce matin au Good Morning Euro Dollar. Je me pose la question d'une divergence haussière cachée H4. Je vois la UDNZD se replier. Mais en même temps, ça reste un range, la UDNZD, donc j'ai du mal. Aujourd'hui, je vais faire abstraction de la UDNZD, je vais me concentrer sur l'USD parce que c'est la devise du jour. Lundi, c'était le yen, mardi, c'était le yen. Le yen, ça va rester la devise de toute façon la plus importante de cette année. Mais aujourd'hui, c'est l'USD. Écoutez, la UD-USD réagit sur 75,10. Ce matin, je vous ai proposé éventuellement un long en gérant impérativement son risque sous 75,09. C'est-à-dire que si la USD va à 75,07, c'est terminé, c'est stoppé et on ne peut plus avoir de position ouverte. C'est ça aussi le principe de la gestion du risque. On passe à autre chose. Et c'est, je pense, en fonctionnant de cette façon, de cette manière-là dans la durée, qu'on arrive à avoir un retour sur fonds propres positifs sur une année de trading. Donc pour l'instant on tient le niveau, après c'est pas exceptionnel, bon on verra, mais bon voilà. Tant qu'on est au-dessus de 75,09, je vais y croire, on passe en dessous, invalidation.
Le seul avantage de ce niveau de prix, c'est que le risque financier, c'est 30 pips. Et moi, honnêtement, dans les stratégies swing, avoir un risque financier limité à 30-35 pips pour en chercher 80, 90, voire 100, je trouve que c'est en tout cas, selon mon approche, des stratégies swing qui sont idéales. Alors, ça c'était pour le FX. Je reste sur ce graphique du GBP Yen et on va maintenant passer aux indices boursiers. Alors, les indices boursiers, il y a 3 catégories. Il faut vraiment avoir une approche géographique, étant donné que plus que jamais, les banques centrales agissent sur les indices boursiers via la devise. Alors, c'est vrai maintenant, ça l'était beaucoup moins par le passé. C'est vrai que ça devient assez simpliste, mais c'est comme ça. La devise crée énormément de différences de comportement relatifs entre les marchés, géographiquement parlant. Il y a un marché à ne pas vendre, c'est Wall Street. Pourquoi? Parce que au premier trimestre, Wall Street n'a jamais cassé de support majeur. Wall Street, c'est les États-Unis. Aller parler d'un marché baissier à un investisseur ou un trader aux États-Unis, il rigole. Ça n'existe pas pour lui un grand marché baissier. C'est en Europe qu'on parle de marché baissier. Donc, il y a un marché à pas vendre, c'est Wall Street. Même si ça temporise, même s'il y a potentiellement des dives, les marchés actions US ont quand même le chic pour épurer à plat les divergences. Alors peut-être que ça va rebaisser, hein, mais pour l'instant, si vous voulez vendre un marché, vendez le plus faible. C'est toujours le même principe. C'est ça l'avantage des forces relatives. Vous voulez acheter, achetez le plus fort. Vous voulez vendre, vendez le plus faible. Et actuellement, le marché action le plus faible, c'est la bourse de Tokyo. C'est la bourse de Tokyo. Donc, le Nikkei, il est faible. Ce que fait le Nikkei, c'est propre. C'est comme l'USD Yen, impulsion range, et là, on est en range. L'USD Yen tient 110, tout comme le Nikkei tient 15 525. Alors, quel type de range on fait? Bon, en H4, c'est pas encore très parlant. Je vais regarder en H1. Peut-être un espèce de drapeau. Ça n'a pas de forme chartiste encore vraiment forte. Il y a peut-être en H1 une divergence baissière cachée sur le Nikkei. Donc c'est faible. Ce que je vous invite à faire sur le Nikkei, c'est à travailler le range que le marché est en train de faire. C'est peut-être un espèce de biseau élargi en H1. Et éventuellement, pourquoi pas, d'envisager quelques ventes dans le développement de ce biseau élargi. On gère son risque au-dessus des 16 000 points. Voilà, c'est la grosse résistance. Et renforcé en cassure des 15 525. Voilà. Ça, c'est un marché qui est sous pression. Et reste donc la situation intermédiaire des indices boursiers de la zone euro, que j'estime quasi intradable en swing trading depuis le 2 mars. Pour quelle raison? Parce que déjà on avait ces congestions qui étaient vraiment étranges sur le plan technique. Au final, il faut quand même reconnaître que depuis la BCE, et c'est quand même fort, accrochez-vous, depuis le QE2, les taux négatifs, le TLTRO 4 et un discours de Mario Draghi hyper accommodant, l'eurodoll a monté et au final, les indices baissent. Le CAC, depuis la BCE, il est passé de 4580 à 4270. Alors hier, on a cassé des supports. Mais franchement, les indices européens sont tellement traîtres que je ne sais pas si ça peut donner davantage. J'aurais quand même tendance à voir un risque de baisse additionnelle, notamment parce que l'Eurostoxx 50 a cassé 2936, que ce marché est à nouveau couvert par des moyennes mobiles, mais qui sont quand même encore un peu plates. Moi, les indices boursiers de la zone euro, en swing, je peux livrer une vue de marché, je peux livrer un sentiment, un scénario, mais j'aime pas les scénarios lorsque la conviction c'est 60-40. Mais bon, c'est quand même sous pression. Alors le DAX en données horaires, attendez, je vais mettre ça ici à droite qu'on y voit un peu clair. Bon bah on est quand même sorti par le bas d'un range qui a duré un mois, donc ce qui est certain c'est que c'est pas haussier. Regardez en données horaires, il y a la moyenne mobile à 20 heures qui arrive. Il y a une première résistance à 96,73.
oui, bon, pourquoi pas revoir un DAX cette semaine rebaisser vers 9400. Mais en même temps, si ce soir les minutes de la Fed nous disent en l'état, on sera accommodant. Bon, bah, ça fera baisser le dollar, mais les indices, Wall Street peut remonter. Et si Wall Street remonte, il y aura quand même un peu de contagion positive en Europe. En fait, ce qui pourrait vraiment mettre sous pression les indices, ce serait un manque de visibilité au sein du FOMC. C'est-à-dire un FOMC tellement partagé, avec un équilibre des forces tellement parfait, qu'au final, le marché n'y verrait pas clair. Le marché n'aime pas l'incertitude, et généralement, lorsqu'il y a de l'incertitude, on vend. Et à ce moment-là, le marché pourrait vendre et le dollar et les indices boursiers. Je suis complètement en train de faire des plans sur la comète. Euh, tout ça pour dire que aujourd'hui, journée de banque centrale, même si ce n'est pas une décision de politique monétaire, les indices boursiers, franchement, à part le Nikkei, les autres, je suis perdu. J'aurais quand même tendance à dire que le DAX est sous pression. En données horaires, on est couvert par cette moyenne mobile. Bon, on peut tracer quelques lignes de tendance baissière. Mais bon, attendez, je vais tracer en données horaires quelques obliques. Voilà, j'ai une première résistance horizontale à 96,73, mais là je vais être en fait typiquement dans l'incapacité technique de vous livrer un scénario de trading sur le GR30 en données horaires. Donc plutôt que vous donner une opinion où je ne serai pas convaincu, je préfère ne pas vous en donner. Parfois, le fait de ne pas avoir d'avis, c'est un vrai choix. Et se forcer à avoir un avis, ça peut être aussi une erreur, quoi. Voilà, donc ça c'était pour les indices boursiers. Le Bund continue de progresser, mais il a quand même du mal à confirmer son avancée d'hier. On est en train de travailler un premier support à 163,78. Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait ce soir agir sur le Bund? Il faut savoir une chose, les contrats souverains sont dans des catégories. Ça dépend de la notation souveraine de l'État concerné. Le contrat souverain de l'Allemagne fédérale est dans la même catégorie que le contrat souverain du Trésor américain. Parce que ce sont deux marchés de dette souveraine très bien notés par les principales agences de notation. Alors, en plus, le T-Note US à 10 ans et le Bund à 10 ans, ce sont les deux benchmarks, les deux indices de référence pour les contrats de taux souverains. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ce soir la Fed a une approche accommodante, en tout cas si le document qui sera publié montre que la Fed a une approche accommodante, ça ferait baisser les rendements obligataires US et par contagion immédiate, baisser les rendements obligataires d'abord de l'Allemagne et ensuite de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Autriche, etc. Et à ce moment-là, ça pourrait soutenir le prix du Bund. Bon, moi je vous ai proposé au lendemain de la BCE une stratégie d'achat sur le précédent sommet de 2015. Alors depuis, on a pris pas loin de 350 points, donc ça reste propre. Je continue de garder le cap positif. Et ce, tant qu'on tient le tout premier support, d'ailleurs, qu'on est en train de travailler, à 163,78. Tant qu'on est au-dessus, je vise 164,75. Voilà. Ensuite, je vais vous dire un mot quand même sur les matières premières et sur le pétrole. Alors, cet après-midi, il y a les stocks de pétrole aux États-Unis. Bon, ça a toujours un impact sur ce marché, sachant qu'on se projette surtout sur la prochaine réunion à Doha. Le pétrole amorce une stabilisation, notamment l'US Oil, qui est revenu tester la ligne de coût du double bottom qui avait été validée donc, en mars dernier, donc ligne de coût à 34,80 $. Donc on a l'amorce d'une réaction sur 34,80 $. Potentiellement le pétrole, ça peut simplement faire retracement de la jambe de hausse de février-mars. Mais franchement, c'est incertain le pétrole, c'est incertain au possible. Et je pense qu'on devrait rester dans quelque chose d'assez neutre entre 34,80 et 38, quelque chose comme ça. Donc au final, on travaille
on va de part et d'autre des 36 qui sont à un niveau important hein, sur ce marché parce que c'était en effet donc un point de cassure du 6 janvier, c'était le plus bas de 2008 et au final le marché pourrait osciller de part et d'autre de ces 36 donc former un range 34-38 jusqu'à ce que l'on sache si les pays membres de l'OPEP ont fait le choix de l'entente pour avoir un prix acceptable et donc des revenus acceptables ou de l'égoïsme en quête de parts de marché. Le prix, les parts de marché. Voilà, il faut trouver un équilibre entre ça, des parts de marché et le prix. Parce qu'on peut avoir 40% de parts de marché, mais si on vend un baril à 5 dollars, autant vous dire qu'on n'est pas gagnant. Alors, face à cette incertitude, les métaux précieux, notamment l'or, en profitent, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire que l'or, depuis fin mars, tient une zone support majeure entre 11,90 et 12,05. On est toujours dessus. Ce que je vous ai expliqué hier, c'est que parmi les valeurs refuges, c'est d'abord le yen, ensuite les contrats de taux, et le problème de l'once d'or qui a connu un excellent premier trimestre. Il faut savoir que la performance de l'or au premier trimestre 2016, c'est dû, ça n'avait pas été vu depuis l'énorme période d'appréciation entre 300 dollars et à l'époque pas loin de 2000. Donc le premier trimestre 2016 est un trimestre de rupture. Il faut le confirmer maintenant. J'ai quand même ce sentiment qu'on va pouvoir le confirmer. Mais regardez à court terme, on s'est stabilisé sur MM50. Il y a une compression de momentum en D1, mais pour l'instant on est à l'intérieur. Et en fait l'once d'or est en train d'attendre le positionnement sur le dollar US. La seule chose qui serait positive sur le gold ce soir à la clôture, c'est de dépasser 12,44. 1244 dollars qui peut s'apparenter à la ligne de coup d'un potentiel double bottom qu'on serait en train de construire depuis le 28 mars. Donc ça reste un peu neutre à court terme. Et ça fera partie des clôtures d'ailleurs que je surveillerai ce soir. La première, c'est celle de l'US dollar index vis-à-vis des 11 850. Si on tient 11 850 ce soir, c'est potentiellement un dollar US qui tente de former un creux. De la même façon, l'once d'or par rapport au 12,44 en D1, ça donnera beaucoup de conséquences pour le mois d'avril. Une clôture D1 qui se fait ce soir à 12,50, 12,55, c'est d'une part un marché qui remonte à 13,00, mais potentiellement plus derrière. Donc il y a quand même des marchés en position d'attente. Donc c'est pas non plus si évident que cela. Alors, je reviens sur le FX. Je vais réduire ça, qu'on y voit un peu plus clair. Et le GBP Yen, et donc l'euro dollar. Et maintenant, je me dirige vers vos questions. Donc, rebonjour à tous. Alors, bonjour Ilienne. Alors, pour participer au concours, en fait, le lien que je vous ai donné tout à l'heure est un lien qui concerne les traders qui ont un compte réel chez FXM. Je vous redonne le lien. Voilà, c'est le lien dès lors que vous avez votre compte réel. Voilà, je vous le redonne à 11h41. Et une fois que vous avez fait le questionnaire, faites-moi un petit mail. Comme ça, moi derrière, je suis en mesure de vous faire parvenir ce fameux bon. Vous avez vu comment ça marche tout à l'heure, je vous l'ai montré. Hein. Une fois que vous passez à la caisse pour acheter un indicateur, vous avez le prix qui s'affiche. Et lorsque vous allez rentrer le code qu'on va vous transmettre, par exemple le prix du Candlestick Pattern Scanner passera de 199 dollars à 0. Le principe d'un coupon sur un site de e-commerce, c'est que ça vient réduire le prix de vente au moment de passer au checkout, donc au moment où vous allez donc payer. Alors par fil, est-ce que l'action des banques centrales peut éviter une déroute des marchés? Alors il faut comprendre une chose, c'est que depuis 2009, un des socles majeurs de la hausse des marchés actions, ça reste les banques centrales. Donc, en effet, si elles n'avaient pas agi depuis la crise financière de 2008, la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, mais on peut aussi se souvenir de General Motors, gros poids lourd industriel américain qui avait été carrément nationalisé par le gouvernement américain avant d'être réintroduit en bourse. Donc on part quand même d'une situation en 2008 qui était extrêmement compliquée. Sans les banques centrales et sans l'action des gouvernements via la politique budgétaire, naturellement que le CAC ne serait pas à son niveau actuel, mais peut-être à 2000 points.
Donc oui, ça a été un socle important. Alors, visiteur nous dit, alors, vous pourrez utiliser les 500 dollars sur les indicateurs de FXM Apps valables pour la Trading Station Desktop. Alors, le coupon d'achat de 500 dollars ne sera pas valable par contre pour le Pro Indicator du site de Philerix, hein. Euh, Ça, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Alors Omer nous demande à quand le market profile. Alors c'est vrai que chez DailyFX, c'est un indicateur qu'on ne suit pas et on ne travaille pas non plus avec un partenaire externe pour le market profile. Euh, à quand le market profile disponible sur la Trading Station? Typiquement, c'est des informations que vous pouvez nous faire remonter dans l'enquête. Si vous voulez des indicateurs qui ne sont pas disponibles ni par défaut ni sur le magasin d'application, remplir l'enquête nous permet nous de savoir ce qui vous intéresse. Et derrière, on confie à nos IT la mission de construire l'indicateur pour la plateforme. Alors, visiteur nous poste un graphique que je vais mettre en plein écran pour tout le monde parce que visiteur nous dit quand je vois ça, je ne suis pas convaincu. Alors, vous n'êtes pas convaincu de quoi? C'est donc l'US Dollar Index appliqué à l'Ishimoku. C'est vrai qu'en Ishimoku, on est rentré dans le nuage, donc peut-être qu'on peut rejoindre la partie basse. Bon, moi, de toute façon, j'ai clairement, vous le savez, si vous suivez mes points de marché, un biais qui est baissier sur le dollar US, qui n'était pas mon biais, absolument pas mon biais en 2015. Euh, j'ai vraiment modifié mon approche en mars, lorsque j'ai vu l'euro monter de 400 pips avec le QE2. Parce que j'ai une façon de procéder qui a toujours été de dire que lorsqu'on a des données qui doivent faire baisser un marché et que le marché d'une part ne baisse pas, d'autre part ne se stabilise pas, mais pire monte, c'est que c'est intégré dans les cours. Alors, Juan Marco, l'enquête faite, alors envoyez-moi un email s'il vous plaît. Le coupon, vous le recevrez par email, donc d'ici début de semaine prochaine. Alors JS, Vincent, avons-nous la possibilité de voir tous les rollovers sans passer par la Trading Station? Alors, il y a une façon de faire. Je vais vous le montrer. Donc la plateforme, elle est là. Ok, là vous avez la plateforme. Vous êtes sur l'Eurodoll. Vous voulez accéder au rollover. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le ticket et le déplacer sur votre graphique. Comme ça, vous avez en permanence le ticket sur le graphique. Ça, c'est propre. Vous avez à la fois en une vue le graphique, la cotation, le spread et les deux rollovers. Et après, vous pouvez le remettre comme vous voulez, hein. Il y a un lien entre la Trading Station, la partie prix et exécution, et la représentation graphique. Et vous pouvez faire ce lien simplement avec un clic gauche sur un ticket d'ordre et le faire glisser sur un chart. Ça marche plutôt bien, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Le Bund est-il corrélé au T-Note? Alors, il l'est assurément. Ouais, tout à fait, il l'est. Alors, mon avis sur l'Eurocad. Il est où l'Eurocad? L'Eurocad, ben décidément, je l'ai plus. C'est étrange, donc on va l'ajouter. Il a disparu, il a dû sauter de ma plateforme. Alors, Eurocad. Bon, ça monte. Alors attendez, avant de vous dire n'importe quoi, laissez-moi juste checker quand même le graphique weekly. C'est
C'est pas évident le rocade. On teste une résistance là, à 1,50. On teste une résistance à 1,50. C'est vrai que le CAD se renforce. On remonte. Mais la remontée vers 1,50 c'est aussi du fait de l'eurodoll. Il y a une stabilisation du RSI Weekly dans cette zone. Je vais être assez mal à l'aise. Techniquement parlant, regardez ce qu'on fait. On fait un range sous les 1,50. Je le positionne. Mais franchement, je ne vendrai pas le niveau. J'aurais tendance à ne pas le vendre. Un signal positif, ce serait de casser 1,50. Honnêtement, l'information que j'ai là visuellement ne me donne pas rapidement une conviction, donc c'est que je vais me forcer en fait à prendre une opinion et ce sera une mauvaise chose. J'aime bien en fait l'avantage de l'analyse technique, c'est qu'elle est avant tout visuelle et que généralement rapidement un coup d'œil sur un chart doit permettre d'avoir une opinion directionnelle. Et là c'est vrai que sur l'Eurocard je suis très gêné, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises. L'Eurodoll pour l'instant tient son tout premier support, cette fameuse ligne de tendance. Notez celle-ci aussi qui renforce un 12,60, le support weekly. Et donc on est face à ce choix technique, un 12,60 ou payer maintenant. Voilà. Alors JS. Alors, les indicateurs à conseiller. Ok, alors. Concernant les rollovers, je pensais à une page de votre site qui pourrait les présenter quotidiennement. Euh, oui, alors, oui, c'est vrai que bon, pourquoi pas, il faudrait quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être quelque chose qu'on pourrait développer. Alors, bonjour J17. Vincent, as-tu des indicateurs à nous conseiller? Alors, moi j'ai ma méthode d'analyse technique que j'avais d'ailleurs pris le temps de vous présenter en vidéo en décembre dernier, que j'ai récemment développé en rajoutant deux indicateurs de tendance sur les conseils de notre cher Grégory Rolly, qui est membre actif de notre groupe Facebook, MM20 et MM50. J'ai rajouté ça. Après, parmi les indicateurs payants que moi je vous conseille, faites confiance aux indicateurs qu'ont téléchargés nos clients dans le monde entier, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Fiez-vous donc à la catégorie Top Paid parce qu'on peut envisager que ces indicateurs, s'ils ont été fortement téléchargés, c'est qu'ils ont une efficacité quand même assez intéressante. Euh, je dirais que j'utilise aussi les configurations au chandelier japonais. Donc j'aurais tendance moi à me concentrer sur le Candlestick Pattern Scanner. Si vous avez vos 500 $ de coupon, je vous conseille de prendre celui-là déjà à 199. Ensuite, il y en a plein d'autres, hein, donc voilà, je ne pourrais pas vous en donner un comme ça, mais le Candlestick Pattern Scanner, moi c'est celui qui me simplifierait la tâche, on va dire. Ça peut être intéressant de faire tourner le scan, et l'idée en fait c'est que ces configurations en chandelier japonais, c'est intéressant lorsqu'elles se font depuis un gros niveau de support ou de résistance technique. Typiquement, c'est ce qu'on avait eu ici sur le CAD Yen. Je vais vous montrer le CAD Yen. Avec deux formations en étoile du soir sous une résistance forte à 87 yens. Donc ça fait partie par exemple des configurations de chartistes qu'on ne voit pas forcément parce que c'est pas évident de scanner 50 graphiques, mais que l'indicateur peut trouver pour vous. Par exemple. Donc là en première intention, on a quand même un eurodoll qui tient sa toute première zone de support. Donc voilà. Alors, un graphique de visiteur que je vais partager en lisant le commentaire. C'est un graphique du dollar US en données horaires avec un range qui pourrait être une forme de triangle. Alors, c'est en effet probablement le range du dollar US cette semaine et clairement, on en sort aujourd'hui. On en sort ce soir.
ça c'est une figure intéressante qui en plus se développe après une jambe de baisse. Donc bon. Mais moi, vous savez, les triangles, c'est du 50-50. J'ai vu tellement de, par exemple, tendance haussière avec un triangle tout en haut où l'approche technique simple consistait à dire c'est un triangle dans une tendance haussière, on va en sortir par le haut. J'en ai vu tellement où on en sortait par le bas que j'ai finalement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'un triangle, quel que soit le mouvement d'ailleurs, alors sauf les toutes petites figures, les fanions d'accord, mais les triangles qui se développent quand même en plusieurs jours, ça reste du 50-50. Après, lorsque c'est des toutes petites figures intraday, des petits triangles en données horaires ou H4, après une phase directionnelle bien forte, généralement oui, ça relance la tendance qui est celle avant l'entrée dans la pattern. Voilà, bah écoutez, là j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'avoir été attentif. Vous retrouvez Sylvain à 13h pour le traditionnel 13h des day traders. Moi je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider, l'ouverture de la session US. On est mercredi, donc à 16h, c'est le point de marché vague d'Elliott, fourchette d'Andrews. 17h30, la closing bell avec Yoav. Et ce soir, on n'a pas de live pour les minutes de la Fed, parce que c'est pas une décision de politique monétaire, c'est pas, il n'y a pas de conférence de presse, c'est juste un document. Et par contre, on assurera une couverture via les réseaux sociaux, donc le groupe Facebook, Twitter, entre autres, pour partager quelques graphiques et vous livrer nos premiers sentiments techniques suite à la décision, suite aux minutes de la Fed. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.